Donc, on a parlé du diabète de type 2. Maintenant, on va parler du diabète de type 1. Alors, je ne sais pas, en Algérie, ce qui est disponible pour vos patients en termes d'autocontrôle glycémique. J'ai cru comprendre hier qu'il était parfois difficile d'obtenir des bandettes réactives. Donc, on va parler du standard du traitement du diabète de type 1, qui, bien sûr, bon, comme on l'a déjà dit, vous le savez, bien sûr, jusqu'à présent, en tout cas, consiste toujours en un schéma d'injection d'insuline et, si possible, de type basal bolus, donc en 3 ou 4 injections, et bien sûr de l'autocontrôle glycémique. Alors, l'autocontrôle glycémique, encore une fois, jusqu'à présent, c'est principalement, encore toujours pour nos patients, réalisé grâce à la réalisation de tests capillaires, de glycémie capillaire. Vous voyez ici, on fait à gauche une glycémie capillaire et à droite, pour nos patients les plus motivés, on leur demande de tenir un carnet où ils notent à la fois leurs résultats de glycémie et en regard les doses d'insuline injectées, ce qui permet par exemple de revenir sur ces résultats dans le cadre de programmes d'éducation thérapeutique. Voilà. Mais donc les choses évoluent et depuis quelques années maintenant, on voit apparaître de nouvelles technologies qui soit perfectionnent les glycémies capillaires, on va le voir avec les lecteurs de glucose en continu, les pompes et les smart pompes, ou carrément veulent remplacer le monitoring du glucose par test capillaire par un monitoring du glucose, on le verra, sans presque plus aucun test capillaire. Alors vous savez, bien sûr, le diabète de type 2 l'est aussi, mais on oublie aussi que le diabète de type 1 est aussi une maladie évolutive, même si souvent le diagnostic se fait brutalement, on sait bien maintenant qu'au moment du diagnostic, même si le patient arrive à l'hôpital en acidocytose, on sait que dans la plupart des cas, à ce moment-là, le patient a encore une sécrétion d'insuline résiduelle, et on sait aussi que cette sécrétion résiduelle va disparaître en un certain nombre d'années, en général 1 à 2 ans, plus rapide chez les enfants, et d'autant plus long si le diabète a été diagnostiqué à un âge plus avancé. Vous connaissez bien sûr la lune de miel, qui est cette période justement après le diagnostic, où grâce à la sécrétion endogène résiduelle, les patients ont un diabète qui est très bien équilibré, facilement équilibré, voire même parfois peuvent arrêter temporairement l'insuline, d'où la lune de miel, comme vous savez, qui ne dure toujours qu'un temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence, cette insulinodépendance pour nos patients? Eh bien, on le voit ici. Vous voyez ici, ce sont les profils des glycémies. Et vous voyez, les bandes bleu clair et bleu foncé vous montrent en fait la variabilité de la glycémie sur le nictémère. Ceci, c'est la moyenne des glycémies sur un mois. Ça, c'est minuit, ça, c'est minuit. Donc, vous voyez que chez un patient qui a encore une sécrétion d'insuline résiduelle, cette variabilité est faible et le traitement peut être facilement adapté, comme on en a parlé tout à l'heure aussi pour le ramadan, par des schémas simples de titration. Mais au fur et à mesure que cette sécrétion résiduelle d'insuline s'amenuise et disparaît, vous voyez que le diabète devient de plus instable. Et si je rajoute ici sur le graphique les points qui correspondent aux glycémies testées, eh bien vous voyez que pour un patient qui a une moyenne glycémique qui n'est pas très basse, vous voyez ici on est au-dessus de 170 de médiane des glycémies, eh bien vous voyez que malgré cela, cette glycémie moyenne pas très bonne est associée à un grand nombre d'hypoglycémies, comme on le voit ici sous la barre des 50. Et donc finalement, le diabète de type 1 est une maladie, par définition, d'instabilité, où le patient doit constamment gérer, comme vous le savez, à la fois des hyper, mais aussi des hypoglycémies. Et ce qui est très difficile pour eux, encore plus que ça, c'est que souvent, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont tel jour en hyper ou tel autre jour où ils ont l'impression d'avoir fait exactement les mêmes choses que d'habitude en hypoglycémie. Et donc, bien sûr, pour pouvoir contrôler le diabète et essayer de réduire au maximum ces risques d'hypo et d'hyperglycémie, l'autocontrôle est important. Et donc, je vous montre ici un exemple d'autocontrôle glycémique, donc par glycémie capillaire, on va dire classique, chez un patient
diabétiques de type 1 depuis de longues années, depuis plus de 20 ans, et qui, comme certains, alors vous connaissez sans doute cela, ont développé ce qu'on appelle l'insensibilité aux hypoglycémies. Donc la sensation des hypoglycémies est moins bonne et donc il ressent les hypoglycémies pour des valeurs beaucoup plus basses qu'habituellement. Parfois il ressent les hypoglycémies pour des valeurs d'ordre de 30 à 40 mg par décilitre ou 0,3 g par litre, et parfois même ils ne sentent plus du tout. Et donc ces patients sont sujets à la fois à faire un grand nombre d'hypoglycémies et au coma hypoglycémique. Et comme vous voyez chez ce patient, au fil du temps, il a développé cette insensibilité aux hypoglycémies, et vous voyez, alors qu'en 2005, il faisait déjà 4 hypoglycémies par semaine en dessous de 0,7 g, eh bien, vous voyez qu'en 2007, 2010 et 2014, ces hypoglycémies ont progressivement augmenté pour finalement arriver à 15 hypoglycémies par semaine en dessous de 0,7 g. Donc vous voyez, c'est vraiment un nombre très important d'hypoglycémies et qui s'accompagne, comme vous pouvez l'imaginer, de nombreux comas hypoglycémiques, avec soit des hypoglycémies nocturnes sévères, soit des comas hypoglycémiques en journée. Voilà. Et donc, que faire pour ce genre de patients ? Eh bien, donc, nous disposons maintenant depuis quelques années de pompes à insuline et depuis, on va dire, peut-être maintenant 3-4 ans, de pompes à insuline qu'on appelle maintenant des pompes à insuline intelligentes, ou smart pump. Peut-être intelligent est un bien grand mot, mais c'est la traduction de l'anglais. Ou qu'est-ce qui se passe avec ces pompes ? Eh bien, ces pompes peuvent être connectées à un lecteur de glucose en continu. Donc ici, vous voyez un senseur de glucose. Ce senseur de glucose communique avec la pompe. Et donc, vous voyez la pompe ici affiche la valeur de la glycémie. Donc, en Belgique, on a l'habitude de parler de la glycémie en milligrammes par décilitre. En France, ou ici, je pense, c'est plutôt en grammes par litre. Mais vous voyez, elle affiche 0,7 g par litre. Et en plus d'afficher cette glycémie, eh bien, elle est programmée avec un algorithme qui lui permet d'elle-même adapter, ici en l'occurrence d'arrêter l'infusion d'insuline basale si la pompe voit une hypo ou si la pompe calcule qu'en fonction de l'évolution actuelle de la glycémie, elle prévoit qu'une hypoglycémie pourra arriver dans la demi-heure suivante. Et donc, vous voyez ici, c'est l'exemple d'une patiente qui a cette pompe et dont la pompe s'est arrêtée, vous voyez, d'elle-même parce que son algorithme a sensé que la chute de la glycémie pouvait devenir dangereuse, amener cette patiente dans des zones de glycémie basse dangereuses. Alors donc le principe en très résumé est celui-ci. Vous avez donc ce fameux senseur de glucose qui en fait sense non pas la glycémie mais le glucose sous-cutané, ce qui est un peu différent. Je n'entre pas dans les détails, mais qui présente des différences comme par exemple un retard. Il y a typiquement un retard de 10 à 15 minutes de la glycémie, du glucose interstitiel sur la glycémie. Donc ce capteur est sous la peau, alors est constitué d'une électrode qui va transformer par une réaction enzymatique le signal de la concentration du glucose en courant électrique. Et c'est ce courant électrique qui, après calibration par la machine, va être transformé en valeur qui peut être utilisée par nos patients. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce modèle de pompe-ci ? Eh bien, comme je vous l'ai déjà mentionné, cette pompe va être capable de s'arrêter quand elle voit que la glycémie, comme vous voyez ici, est en train de chuter rapidement et chuter à un point où elle calcule que si les choses continuaient de la même manière, eh bien, le patient serait en hypoglycémie dans le futur, dans un futur proche. Donc, elle s'arrête. Et le fait d'arrêter l'insuline basale, évidemment, c'est un patient diabétique de type 1 qui, comme vous savez, a besoin d'être en permanence couvert par l'insuline pour éviter l'hyperglycémie et l'acidocétose. Eh bien, le fait d'arrêter cette perfusion d'insuline va faire que la tendance vers l'hypoglycémie va être contrebalancée par le soudain manque d'insuline et donc on va voir réapparaître une remontée de la glycémie. Et bien sûr, il faut à ce moment-là que la pompe se remette en route avant, bien sûr, que la glycémie ne monte dans des valeurs dangereuses. Et donc, c'est ce que cette pompe s'y fait. Donc, elle remet l'infusion basale en route quand elle voit que la glycémie est stabilisée, qu'il n'y a plus de risque d'hypoglycémie. Alors, qu'est-ce que ça représente pour nos patients ? Mais voilà, je vous montre ici l'exemple clinique de notre patient qui faisait plus de 15 hypoglycémies par jour
avant une mise sous pompe. Donc ce patient a été mis sous pompe et a pu bénéficier de cette pompe avec donc cette smart pump, comme on dit, avec cet algorithme d'arrêt en cas de prévision d'hypoglycémie. Et vous voyez en fait ici ce qui se passe sur ces profils de glycémie. Donc ceci, ce sont des profils de glycémie au jour le jour. Vous voyez ici, voilà, vous avez la date, le vendredi, samedi, dimanche. C'est bien sûr de minuit à minuit. Vous avez ici au-dessus la courbe de la glycémie en continu, du glucose en continu, puisque c'est interstitiel, avec les petits points qui représentent les tests capillaires que le patient a fait. En effet, avec cette technologie, le patient a toujours besoin de calibrer le lecteur en continu pour qu'il continue à lui donner des valeurs assez précises pour commander la pompe, dont le patient continue à faire des glycémies capillaires, ici dans ce cas-ci, 4 fois par jour, elles sont mentionnées ici. Et vous avez en dessous, en vert, la ligne ici, verte, correspond au débit basal, d'insuline injectée par la pompe. Donc, d'une manière tout à fait spontanée, la pompe a été programmée pour injecter ce débit basal et sans aucune intervention du patient, la pompe injecte cette insuline. Et quand le patient va déjeuner, va manger, bien sûr, la pompe ne sait pas que le patient va manger, et donc à ce moment-là, le patient indique à la pompe qu'il mange, il injecte éventuellement son bolus du repas. Ici, le patient utilise un bolus assistant pour l'aider à se faire, donc le patient, on pourrait imaginer qu'il injecte manuellement son bolus du repas. C'est ce que vous voyez ici, la ligne en barre ici, vert vertical, ceux-ci sont les bolus. Et vous voyez ici en bleu, sont en fait tous les moments où la pompe s'est arrêtée d'elle-même pour éviter l'hypoglycémie. Et donc, vous voyez, il y a des jours où elle s'arrête même plusieurs fois par jour, ceci parfois même sans que le patient s'en rende compte, quand, par exemple, cela agit la nuit. Alors, vous voyez, par exemple, ici, c'est un exemple où la pompe s'est arrêtée la nuit. Vous voyez, un peu avant minuit, la glycémie est en train de chuter. Donc, un peu avant minuit, déclenché par cette chute rapide de la glycémie, la pompe s'arrête. Vous voyez, la pompe s'est arrêtée pendant 1h30, 2 heures probablement, et à partir du moment où cette glycémie est stabilisée, donc ici on est pendant la nuit, donc probablement sans aucune intervention du patient, quand la glycémie est stabilisée, eh bien, le débit basal se remet en route, ce qui permet bien sûr d'éviter autant que possible une hyperglycémie de rebond par après. Alors, on a parlé de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique reste évidemment très importante aussi dans l'utilisation de ce genre de technologie, puisque d'une part, comme on l'a dit, le patient est toujours maître responsable de l'injection de l'insuline des repas. Donc, il est clair que si ce patient s'injecte le double de la dose requise pour son repas, eh bien, il va provoquer une hypoglycémie. L'arrêt de la pompe ne pourra rien changer à cela puisque le patient se sera injecté de l'insuline. Donc, l'insuline sera injectée en subcutané et provoquera l'hypoglycémie. Donc, l'éducation du patient à l'injection des doses des repas reste très important et même fondamental dans ce genre de technologie. Et puis aussi, bien sûr, comme toute technologie, cela peut tomber en panne. La pompe peut tomber en panne, ce qui est rare. Le cathéter de la pompe peut se boucher, ce qui est plus fréquent. Le capteur de glucose, qui est aussi fréquent, peut être défectueux ou doit être remplacé. Et donc, ça demande bien sûr une vigilance du patient très importante. Je vais même presque dire une vigilance de chaque instant, puisque dans le cas du diabète de type 1, évidemment, une erreur, une infusion trop importante d'insuline ou au contraire une infusion pas importante, comme vous savez, peut très vite entraîner des problèmes d'hypo ou d'hyper qui peuvent évoluer parfois d'une manière sévère. Alors ça c'est notre patient donc, qui faisait les hypoglycémies, vous voyez 15 par semaine en capillaire et avec la pompe ici, vous voyez, en continu. Donc quand vous mesurez des hypoglycémies avec un dispositif en continu, vous en mesurez bien sûr beaucoup plus qu'en capillaire, puisqu'ici on a bien sûr des valeurs continues, ce qui n'était pas le cas des valeurs capillaires. Mais vous voyez, malgré le fait que c'est en continu, il ne présente plus qu'une hypoglycémie en dessous de 0,7 g par semaine. Donc on a diminué ces hypoglycémies de l'ordre de 15 fois. Mais bien sûr, encore une fois, grâce à la technologie, mais aussi à l'éducation thérapeutique chez ce patient qui était importante dans la gestion des doses des repas qui étaient déficientes. Le patient avait tendance à s'injecter trop d'insuline que nécessaire.
Voilà. Alors, est-ce que ceci a été... Alors, là, je vous montre un petit cas clinique. Vous allez me dire, ça, c'est facile de vous montrer ça. Alors, est-ce que cette technologie a été validée par la littérature? En partie oui, en partie non. En partie non, parce que les choses avancent maintenant tellement vite. Le prochain modèle de pompe est déjà sorti dans quelques pays, vient d'être approuvé par la FDA. Le prochain modèle de pompe va augmenter l'insuline en cas d'hyperglycémie. Et donc, si vous voulez, ça va tellement vite que les études cliniques randomisées, qui sont chères à mettre en œuvre, qui durent un certain temps aussi à effectuer, sont un peu en retard. Néanmoins, dans cette situation aussi, on a quand même quelques grandes études, en particulier celle-ci qui est parue dans le New England il y a maintenant 2 ans et qui, en fait, a validé le modèle, non pas celui que je viens de vous montrer, mais on va dire le modèle juste précédent, c'est-à-dire le modèle de pompe où l'algorithme permettait, comme vous voyez ici sur la figure, permettait d'arrêter la pompe en cas pas en cas de prévision d'hypoglycémie, mais en cas d'hypoglycémie. Cet arrêt était d'office de 2 heures si le patient n'intervient pas, et après 2 heures, quelle que soit la glycémie, la pompe se remet en route. Donc ici, c'est une pompe qui s'arrête en cas de valeur inférieure à 0,7 g et qui s'arrête pendant 2 heures, donc c'est surtout utile la nuit, puisque en journée, le patient va en général alors interagir et remettre la pompe en route de lui-même avant ce délai de 2 heures. Voilà, donc c'était quoi? C'était donc des patients diabétiques de type 1 qui étaient déjà mis sous pompe à insuline pendant au moins 6 mois précédemment, qui avaient un diabète, vous voyez, qui pouvait être bien ou mal équilibré, mais en moyenne, l'hémoglobine glyquée, vous allez voir, était très correcte. Et c'est surtout des patients qui faisaient, dans une phase de running, qui faisaient en fait plus de 2 hypoglycémies sur les 2 semaines nocturnes. Donc des patients à risque d'hypoglycémie et à risque d'hypoglycémie nocturne, donc randomisés en 2 groupes, le même appareillage avec la pompe qui s'arrête en cas d'hypo ou la pompe qui ne s'arrête pas. Vous voyez que les 2 groupes contrôle et le groupe thérapeutique, dont le groupe arrêt de la pompe, étaient assez similaires. Diabétique de type 1, on l'a dit, vous voyez une hémoglobine glyquée de l'ordre en moyenne de 7,2 dans les 2 groupes. Voilà. Vous voyez qu'après 3 mois de traitement par la pompe, avec l'algorithme, l'hémoglobine glyquée n'a pas significativement bougé. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que les patients qui ont bénéficié de l'algorithme d'arrêt de pompe en cas d'hypo, vous voyez, ont vu l'air sous la courbe de la glycémie, donc à la fois le temps et les valeurs d'hypoglycémie s'améliorer, puisque vous voyez, en termes de nombre d'événements, vous voyez que le nombre d'événements nocturnes a diminué de 30%, donc d'un tiers, chez les patients qui avaient la pompe qui s'arrête en cas d'hypo, par rapport à ceux qui avaient la même pompe, le même senseur, mais qui ne s'arrêtaient pas automatiquement en cas d'hypo. Voilà. Donc, il existe pour l'instant des études en cours, dont je ne peux pas vous présenter les résultats ici, avec donc les nouveaux modèles de pompe, comme celles que je vous ai présentées. Et bien sûr, il existe aussi déjà des études publiées sur des gens qui portent donc ce qu'on appelle le pancréas artificiel, donc le pancréas artificiel qui n'est pas encore disponible d'une manière, on va dire, commerciale en pratique clinique courante, même si, si vous allez sur Google et que vous tapez pancréas artificiel, vous verrez qu'il y a de très nombreuses hits dans Google qui parlent de ça, et en particulier rien que vous allez dans la partie actualité de Google, vous tapez pancréas artificiel et vous verrez que presque chaque année, on annonce sur Internet la sortie du pancréas artificiel. Vous voyez qu'ici qu'il y a déjà plus d'1 an, il y a déjà 2 ans aussi, on annonce que la FDA, que d'autres instances ont approuvé le pancréas artificiel. Et donc, de quoi s'agit-il quand on parle de pancréas artificiel? On parle en fait d'un genre de pompe à insuline qui est exactement comme celle que je vous ai présentée ici. D'ailleurs, cette pompe, quand elle est sortie, avait déjà aussi été présentée comme le pancréas artificiel. Mais vous voyez qu'on n'en est pas encore au pancréas artificiel, puisque, comme on l'a dit, non seulement il faut que le patient doive rester vigilant, doit à tout moment devoir repasser en mode manuel quand le moindre problème survient, et ils peuvent être nombreux, et puis surtout, le patient doit toujours
injecter sa dose d'insuline rapide pour le repas. Donc je pense que l'injection d'insuline du repas, manuelle ou avec l'assistant bolus, devra encore être réalisée pendant certainement plusieurs années. Et donc, malgré les publicités et le tapage, on va dire, médiatique, le pancréas artificiel n'existe pas encore en clinique aujourd'hui, bien que on voit que, comme je vous l'ai montré, les progrès de pompe reliés au monitoring du glucose en continu, chaque année font des progrès et bien sûr, chaque année, on se rapproche un peu plus du pancréas artificiel, même si on n'en est pas encore là tout de suite pour l'instant. Alors, autre nouvelle technologie qui, elle, est maintenant disponible en pratique clinique dans un plus grand nombre de pays de manière beaucoup plus large. Donc c'est ce qu'on appelle le freestyle libré de la firme Abbott, ou qu'on appelle communément le flash glucose monitoring. Donc en Belgique, on a été, je pense, un des premiers au monde, non pas à avoir l'appareil disponible, mais à l'avoir remboursé par la sécurité sociale. Donc pour l'instant en Belgique, cet appareillage qui coûte plus cher, bien sûr, qui coûte plus cher qu'un monitoring par glycémie capillaire, est chez nous remboursé à 100% dans le cadre du diabète de type 1. J'ai appris aussi qu'il y a quelques semaines qu'il où il est pour l'instant, va l'être remboursé en France, dans la même indication, et je pense même avec en France une indication dans le diabète de type 2. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on remplace en fait la lecture des glycémies capillaires et donc les tests, surtout au bout du doigt, par en fait la mise en place d'un senseur. Vous voyez, le senseur est mis en place ici. Ce senseur reste en place pendant 15 jours. Et si vous ne faites rien, contrairement à la lecture en continu que je vous ai montré tout de suite, où là vous avez la pompe peut interagir, vous avez des alarmes en cas d'hyperglycémie, ici par contre ce senseur en lui-même ne fait rien, donc le patient peut le garder pendant 2 semaines sans qu'il ne se passe rien, sauf que ce capteur enregistre le glucose sous-cutané en continu avec une mémoire de 8 heures. Et alors, quand le patient, et de là vient le terme flash ou scan, quand le patient approche son lecteur du capteur, eh bien, quand il est assez proche, hein, quelques centimètres, mais ça marche aussi à travers les vêtements, eh bien, à ce moment-là, les glycémies du senseur sont, si vous voulez, en quelque sorte, téléchargées dans le lecteur, et à ce moment-là, le patient peut voir apparaître à l'écran, comme ici, le glucose interstitiel ou la glycémie du moment, hein, avec en plus que la glycémie du moment, vous voyez, une vue sur les 8 dernières heures, donc ce qui est très utile rétrospectivement pour adapter son traitement et aussi changer ses habitudes ou ses mauvaises habitudes de traitement, de prise en charge du diabète, et aussi surtout une flèche. Vous voyez, en fonction du fait que la glycémie est en train de monter rapidement, moins rapidement ou de descendre, vous avez des flèches qui apparaissent, et ces flèches, vous allez voir tout de suite, sont très importantes pour le patient, pour gérer son diabète. Le médecin, par contre, de son côté, eh bien, nous, on a accès, alors si le patient s'est scanné assez souvent, assez régulièrement, eh bien, nous avons accès aux glycémies en continu des 3 derniers mois, et nous pouvons bien sûr la présenter sous forme de moyenne, de médiane, mais aussi, vous voyez ici, je vous donnais l'exemple d'un jour particulier où, vous voyez, on peut revoir l'évolution complète de la glycémie au jour le jour. Vous voyez, avec ici des périodes une hypoglycémie nocturne, vous voyez ici en rouge, et ici, bien sûr, vous reconnaissez des hyperglycémies postprandiales, hein, qui suivent ici les 3 repas quotidiens. Le patient aurait pu aussi introduire les doses d'insuline injectées, on aurait vu la dose d'insuline apparaître, mais ici il ne l'a pas fait. Alors, est-ce que ce lecteur est précis? Alors, si vous regardez maintenant la valeur affichée par le lecteur, il n'est certainement pas aussi précis que les meilleurs lecteurs de glycémie capillaire actuels. Bon, je ne rentre pas dans ces détails un peu techniques, mais donc si vous voulez la précision moyenne de ce lecteur flash en termes de précision de la valeur de glycémie indiquée, vous voyez, est de l'ordre en moyenne de 10%, mais il y a
lecteurs, enfin, il y a des capteurs qui font moins bien, d'autres qui font mieux, alors que les meilleurs lecteurs de glycémie capillaire aujourd'hui ont une précision 2 fois meilleure, de l'ordre de 5%. Donc la valeur indiquée par l'appareil n'est pas toujours très précise et même parfois est tout à fait à côté de la plaque, puisque vous voyez ici un lecteur flash qui indique au patient une valeur low, donc basse, hypoglycémie, très profonde, alors qu'un test capillaire, avec la petite goutte de sang, un test capillaire réalisé au même moment vous met à 1,25 g. Et à l'inverse, ici vous avez un autre patient, à un autre moment, qui teste une glycémie capillaire à 2,4 g, alors que son flash lui indique plus de 3 grammes. Donc vous voyez, la glycémie indiquée n'est pas toujours très précise, mais par contre, c'est vraiment, on le voit dans le suivi de nos patients, c'est l'intégration par le patient des flèches de tendance, hein, qui est vraiment très important pour lui et qui permet, alors, étant alerté par une tendance à la hausse ou à la baisse, de se tester beaucoup plus qu'il le ferait en glycémie capillaire. Et donc, finalement, la conjonction de la prise en compte de cette flèche de tendance et d'un grand nombre de tests, hein, les patients réalisent en moyenne 10 à 20 tests, hein, flash, comme on dit, par jour, eh bien, fait que finalement, malgré cette petite imprécision des valeurs affichées, le patient arrive à mieux s'équilibrer. Donc le patient arrive à mieux s'équilibrer, ça c'est quelque chose qu'on voit dans la pratique, on va dire, dans notre pratique courante, mais c'est aussi quelque chose qui vient d'être fin 2016, qui vient d'être publié donc dans le Lancet, où vous voyez cette étude a montré, donc c'est une étude européenne, puisqu'en fait, de manière un peu, si vous voulez, ironique, la technologie est américaine, c'est la firme Abbott qui a développé ça aux États-Unis, mais la FDA n'a pas encore approuvé l'appareil pour utilisation clinique aux USA, et donc, enfin, ils viennent de le faire, et donc finalement, on a eu accès à l'appareil en Europe avant les États-Unis. Et donc, cette étude a été réalisée en Europe, et qu'est-ce qu'on a analysé dans cette étude? Eh bien, on a pris des patients diabétiques de type 1, relativement bien équilibrés, puisqu'ils avaient en moyenne une hémoglobine glyquée de 6,7 et ils étaient dans les critères d'inclusion, devaient être en dessous de 7,5. Mais ils faisaient un certain nombre d'hypoglycémies et donc ils ont été mis sous ce flash glucose monitoring. On a mesuré grâce à ce flash les hypoglycémies avant et après la période de suivi et deux groupes randomisés, donc tirés au sort. On va avoir, pas en double aveugle, mais on va avoir un groupe qui va continuer le flash en permanence pendant la période de suivi et l'autre groupe qui ne va pas utiliser le flash sauf avant et après la période de suivi pour évaluer le nombre d'hypoglycémies. Mais alors à ce moment-là, en aveugle. Et donc, qu'est-ce que cette étude a montré? Eh bien, cette étude a montré que chez les patients qui utilisaient le flash, donc pas en aveugle, donc d'une manière donc continue pendant la période de suivi, eh bien, vous voyez donc de 6 mois, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Qu'après les 6 mois de traitement du diabète avec le flash, eh bien, ils arrivaient à réduire leur hypoglycémie de quasi 40%, hein, ici la courbe en rouge, par rapport aux patients qui avaient un diabète de type 1 aussi également traité, mais suivi par des glycémies capillaires. Et vous voyez que par contre, leur hémoglobine glyquée, qui était déjà très bonne au départ, n'a pas changé, n'est pas différent dans les deux groupes. Donc finalement, c'est quelque chose qui va un peu à l'encontre des paradigmes qu'on nous apprenait il y a 20 ou 30 ans. Donc suite à l'étude du DCCT, donc cette grande étude d'intervention prospective dans le diabète de type 1, on avait montré à l'époque que plus vous vouliez obtenir une hémoglobine glyquée basse, une moyenne glycémique correcte, plus vous étiez à risque de faire des hypoglycémies. Ben, vous voyez ici qu'on arrive, grâce à la technologie, de réduire les hypoglycémies tout en n'augmentant pas l'hémoglobine glyquée. Oui, voilà, j'ai presque fini. Donc ça, je vais passer, voilà. Et alors justement, pour terminer, si vous voulez, ce sera un peu ma conclusion en 2-3 dias. Donc toute cette technologie, finalement, change beaucoup de choses. Change, bien sûr, comme on a vu, le suivi au quotidien de nos patients. Ça change aussi la manière dont nous, diabétologues, devons en fait aborder ces patients. Mais ça va aussi changer, je pense, dans le futur, encore bien d'autres choses. Et je vous l'illustre par
ceci. Donc vous voyez maintenant, les patients qui ont ce flash peuvent non seulement se suivre par le lecteur vendu par Abbott, mais aussi avec un smartphone compatible. Ce sont des smartphones tout à fait classiques du commerce. Et donc, vous voyez, le patient peut introduire sa glycémie et avoir ses profils de glycémie dans son smartphone. C'est aussi le cas des glucoses en continu. Vous voyez ici, c'est une nouvelle application sur iPhone qui permet au patient d'avoir les résultats de son glucose en continu sur son iPhone avec des alarmes. Et il existe aussi des applications sur Internet qui permettent aux patients de rentrer ses glycémies capillaires ou ses repas. Vous voyez ici, comme exemple, j'ai pris MySugar, mais il y en a d'autres qui permettent de rentrer leur glycémie ou leur glycémie dans des applications. Et qu'est-ce que font toutes ces applications, en fait, que ce soit les applications d'Abbott, de Medtronic pour le continu ou ces applications aussi, eh bien, on demande aux patients, bien sûr, de se connecter avec un mot de passe, un compte, et toutes cette valeur de glycémie, d'injection d'insuline, qui sont finalement des données médicales, vont dans des clouds. Des clouds, on ne sait pas d'ailleurs très bien où sont ces clouds. On suppose que c'est sécurisé, mais finalement, on n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que toutes les grandes sociétés d'informatique que vous connaissez, Google, Microsoft, Amazon et Apple, sont toutes intéressées par le diabète. Vous voyez ici, je vous ai mis un exemple de partenariat, si vous voulez, que Google fait avec, vous voyez, des firmes comme Sanofi, Novartis, Dexcom, pour les lecteurs du glucose, GSK. Et donc, pourquoi ils font ça? Parce que Google est intéressé par le big data, et tout comme Google, pour l'instant, vous offre des systèmes de traduction en langue étrangère quand vous tapez une phrase sur Internet. Eh bien, ce que Google et d'autres maintenant veulent faire, c'est en fait utiliser les valeurs de glycémie qui sont téléchargées par le patient dans tout ce genre d'applications, et utiliser ces profils de glycémie exactement de la même manière qu'ils font pour le big data dans d'autres domaines, et de pouvoir, donc par là, aider le patient à contrôler sa glycémie, piloter des systèmes de pancréas artificiel, et donc peut-être que dans 3, 4, 5 ou 10 ans, ce ne sera plus nous qui en fait traiterons nos patients, mais peut-être que les patients seront traités via leur smartphone par Google ou d'autres sociétés informatiques. Voilà, je laisse ceci pour votre réflexion. Merci à vous.